I said everybody's talking about crime, crime. Tell me who are the criminals? I really don't see them. Thank you. Le juge président, merci. Maître Knops. Maître Knops, Monsieur le Président. Avec votre aval, Monsieur Bégoudet souhaiterait terminer les déclarations liminaires en présentant ses arguments. Le président, vous y êtes autorisé, Monsieur Bégoudet, mais nous sommes une cour pénale, que tout soit bien clair. Donc vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, je vous remercie pour l'occasion que votre Cour offre au monde entier pour enfin connaître la vérité sur la crise qui endeuille mon pays. Je suis Charles Bégoudet, natif de Pogorobé, sous-préfecture de Djibiroua, c'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Avant de vous livrer mon message tel que je l'avais préparé, Monsieur le Président, j'ai juste quelques précisions à faire, après avoir écouté l'accusation. J'ai habité à Abobo, quand j'étais encore au lycée classique d'Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. J'ai habité à Bobo Sojefia. Je ne sais pas si le procureur connaît ce quartier. J'ai habité à Bobo Plaque, non loin du carrefour Bakari. J'ai habité à Bobo les 4 étages. Pour vous dire, je connais presque tous les marchés d'Abobo. Je connais le quartier Avocatier où il y a un marché. Je connais le marché d'Abobo Sojefia entre la cité universitaire et la cité policière. Je connais le marché Samake. Je connais le marché Siakakoun dont on a parlé ici. Je connais le quartier d'Aboboté où il y a un marché parce que j'habitais à Plateau de Cuy chez Maman Kondi. Et puis je connais le grand marché d'Abobo. Monsieur le Président, le seul marché que je ne connais pas et que j'ai découvert ici, c'est celui que les partisans de Ouattara fréquentent exclusivement. C'est une découverte que j'ai faite ici. Mieux, Monsieur le Président, j'ai fait Bondoukou. Je fais référence à Bondoukou. Pourquoi? Parce que Bondoukou en Côte d'Ivoire, c'est dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, est connu comme la ville des 1000 mosquées. Une ville grandement islamisée. Je connais le grand marché de Bondoukou, qui est la ville la plus islamisée. Je ne crois même pas que ce marché est exclusivement fréquenté par des musulmans uniquement. Puisque moi-même, en tant que chrétien, avec mes parents, nous fréquentions ce marché. J'ai eu mon certificat d'études primaires et élémentaires à Gouméré. Gouméré, c'est dans le département des Nations, non loin de Saboupa, de Bodé, dans le nord de Bondoukou. Dans le sud, vous avez Tabaye, vous avez Kanina, vous avez Yerebo. Je vous parle de mon pays.
J'ai donc joué avec des jeunes musulmans. J'ai grandi avec des jeunes musulmans. Diabé Youssouf, professeur, il est mon porte-parole. Il est musulman. Il est président du cercle des amis de Blé Goudé. Monsieur le président, Abou Bamba, musulman, président du mouvement Génération Blé Goudé. Maman Adia Touré, une femme musulmane qui m'a adopté. Elle est musulmane. Ceux qu'on dit, contre lesquels j'ai appelé une chasse. Parlant toujours d'ethnie, contre lesquelles j'aurais lancé des mots d'ordre de tuerie. Monsieur le Président, vous avez vu dans cette cour, mon co-conseil qui a pris la parole tout à l'heure, Maître Ndri, il est baoulé. Dans la galerie du public, vous avez Dr Nobou Yacinthe, premier secrétaire du COGEP, parti dont je suis le leader. Il est baoulé. Dr Saraka Ndri, Patrice, mon médecin personnel, avec qui j'ai fait l'université, il est baoulé. Alors, c'est avec toutes ces personnes autour de moi que je vais aller mettre des signes sur des maisons pour tuer leurs parents. Et eux, ils sont avec moi, pour m'accompagner dans cette salle des hommes. Monsieur le Président, je pense que cela devrait interpeller la Cour. Le président Laurent Gbagbo, je ne peux pas me renier, je le connais, et je suis fier de le connaître. Son président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly à son temps, il est du Nord. Son directeur de campagne pendant les élections, Monsieur le Président, Malik Koulibaly, il est du Nord. De quoi on parle dans cette cour? En tout cas, la Côte d'Ivoire qui vous est présentée par le procureur et par la représentante des victimes n'est pas celle qui m'a vu naître. Ma deuxième précision est relative à l'accusation que semble porter l'accusation contre moi au sujet de l'ancien président Blaise Compaoré, que j'aurais accusé d'être le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire et donc que j'ai demandé aux jeunes de l'empêcher d'arriver en Côte d'Ivoire. C'est vrai, j'ai peut-être peu dit. Blaise Compaoré n'est pas que le déstabilisateur de la Côte d'Ivoire, il déstabilise toute la sous-région. Moi, je n'ai pas dit mieux. Hier, je regardais la télévision, Monsieur le Président. Lors du sommet de l'Union africaine, le président actuel du Burkina Faso, Roch Kaboré, disait, lui-même président du Burkina Faso, que Blaise Compaoré est celui qui a transformé le Burkina Faso en ennemi des djihadistes et qui déstabilise la sous-région. Le seul tort que j'ai eu, Monsieur le Président, peut-être en parlant de Compaoré, j'ai peut-être eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Monsieur le Président, nous sommes conscients en Côte d'Ivoire que inviter l'ethnie et la religion dans le terrain politique peut avoir des conséquences graves. Nous savons donc que quand on a un canari sur la tête, on ne s'aventure pas sur une aire de jeu où les enfants lancent des pierres. Il semble que la traduction a souvent des problèmes avec mes proverbes. Donc, je vais traduire ce proverbe en anglais pour vous. When you carry a fragile pot on your head, you don't run a risk to cross a pure ground where people... Lorsque vous transportez quelque chose sur la tête, vous ne courez pas le risque d'aller dans un terrain de jeu avec des enfants. Using ethnic group against ethnic groups. Religion. Monsieur le Président, nous savons que il ne faut pas faire le jeu des divisions ethniques, religion contre religion, confession contre confession. C'est très dangereux, nous le savons. Donc il ne faut pas jouer à ce jeu-là qui est très dangereux pour mon pays. Je ne le ferai jamais. Je n'en ferai jamais partie de cela. Je sais ce que je fais. Je sais ce qui est bon pour mon pays. C'est une précision qui me tient à cœur et que je dois faire. Et c'est cela que je voulais dire. La justice
il ne faut pas la fuir. Surtout quand on ne se reproche rien. En tout cas, moi, Monsieur le Président, dans mes relations avec mes concitoyens, aucune goutte de sang n'écrit contre moi. Aucune. C'est pourquoi je me tiens devant vous avec assurance, avec confiance. Parce qu'aucune goutte de sang n'écrit contre moi. Beaucoup de personnes accusent la CPI d'être une cour politique qui jugerait déjà les leaders politiques ivoiriens ou africains qui y sont transférés avant même que ceux-ci ne soient jugés. Vous avez bien fait, Monsieur le Président. Vous avez très bien fait, dès l'ouverture de ce procès, d'indiquer l'impartialité avec laquelle votre cour entend diriger ce procès. Cela va rassurer beaucoup de monde. Quant à l'accusation, malheureusement, elle transporte au sein de la cour les thèses de propagande des médias proches et favorables à nos adversaires politiques et de tous leurs relais qui, à travers divers articles de presse et autres rapports, nous avaient déjà jugés et condamnés, mon co-accusé et moi, avant même que votre cour n'ait statué sur les faits allégués contre nous. Une telle pratique, nous n'avons pas le droit, Monsieur le Président. Elle suscite donc beaucoup d'inquiétudes et elle soulève beaucoup d'interrogations. C'est pourquoi, Monsieur le Président, les simples présomptions de l'accusation, ces suppositions, ces rappels historiques biaisés à dessein et ces commentaires théâtralisés vont s'avérer trop légers pour éclairer votre cour. Même les rapports d'experts souvent autoproclamés, qui pourtant ne savent pas grand-chose des circonstances dans lesquelles les faits allégués se sont déroulés, devront en appeler à votre vigilance et à l'impartialité que vous avez posée comme postulat à l'ouverture de ce procès, Monsieur le Président. Aussi, les déclarations à charge d'adversaires politiques sélectionnés qui viendront certainement défiler devant vous ici, dans les jours à venir, sous un masque de témoins, ne sauraient non plus servir de base crédible pour participer à la manifestation de la vérité. Car avant tout, c'est de cela qu'il s'agit. Monsieur le Président, dans un conflit qui a opposé deux camps, que peut-on espérer? Que les militants d'un camp, transformés pour la circonstance en témoins, puissent dire de leurs adversaires, dont ils souhaitent l'éloignement le plus longtemps possible du pays, pour ne plus avoir affaire à ceux-là dans le jeu politique ivoirien, comme c'est le cas. Simple question de logique. Malheureusement, quand j'ai fini d'écouter l'accusation, toute la nuit, mais toute la nuit, Monsieur le Président, une interrogation me taraude et elle m'habite encore cet après-midi. Je voudrais la partager avec vous. L'accusation cherche-t-elle la manifestation de la vérité? Ou cherche-t-elle forcément à rendre coupable une personne déjà stigmatisée dont elle veut obtenir la condamnation à tout prix? En tout cas, à écouter l'accusation, on se croirait dans un jeu de chiffres et de lettres où l'on doit remplir des cases pour aboutir à un résultat. Non. Dans une cour de justice, on ne peut pas demander la condamnation des citoyens sur la base des commentaires et des simples suppositions. En droit, seuls les faits sont sacrés. Pas de place pour la loterie. Et vous avez bien fait, Monsieur le Président, vous-même, de le préciser à l'entame de ce procès. Il ne s'agit pas ici de rapiécer des morceaux de faits dans le seul objectif dont on n'aura plus le temps de fabriquer une image négative. Au cours de ce procès, Monsieur le Président, il s'agira de restituer et de situer les événements et les faits dans leur vrai contexte pour faire jaillir la vérité dans les décombres où l'on tente hélas de l'ensevelir. Parce que le mal qui ronge la Côte d'Ivoire va bien au-delà de la seule crise post-électorale et ne saurait se résumer en des bouts de vidéos suivis de commentaires sciemment biaisés. Même l'accusation, je suis convaincu, apprendra beaucoup au cours de ce procès. Parce qu'après avoir écouté son narratif,
il ressort que le pays qui a été présenté ici est loin d'être la Côte d'Ivoire qui m'a vu naître. Ce procès représente beaucoup pour les victimes, que l'on tente, hélas, de catégoriser. Et je voudrais à ce sujet interpeller la représentante des victimes et lui demander de faire une mise à jour de sa liste de victimes. Car, assis devant le petit écran, quand le peuple ouai et les victimes de Diokoué, qui ont subi un véritable génocide, l'écoutent, quand les rescapés du massacre du village d'Anokwakouté aussi l'écoutent, ils ont le cœur brisé. Et ils se sentent abandonnés par une dame qui est censée en principe de représenter toutes les victimes de la crise ivoirienne. Une telle vision sélective pourrait entacher la crédibilité du travail pourtant sensible que Mme Massida a la lourde responsabilité de conduire. Je n'ai cessé de le dire, et je le dis encore aujourd'hui, Monsieur le Président. Il n'existe pas en Côte d'Ivoire des victimes pro Ouattara d'un côté et des victimes pro Gbagbo de l'autre côté. La seule, c'est la Côte d'Ivoire. Dans sa diversité culturelle, religieuse, ethnique et politique, une vie humaine est égale à une vie humaine. Toutes les victimes de la crise ivoirienne méritent compassion, méritent assistance, méritent réparation. Monsieur le Président, j'ai entendu dans cette cour l'accusation et la représentante des victimes dire Blé Goudé a demandé, je cite, Blé Goudé a demandé de chercher et de trouver les partisans de Ouattara et les étrangers sur toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire, les chasser ou les tuer. Voilà ce qui a été dit. J'espère que les auteurs de tels propos finiront par... Quel jour, à quelle occasion j'ai lancé cette chasse aux partisans de Ouattara et aux étrangers? Parce que moi, Monsieur le Président, je sais au moins ce que j'ai dit lors de la crise. Je vous invite à regarder une suite de la vidéo que mon conseiller vous avait déjà montrée. Est-ce qu'on peut regarder la vidéo? Avec cela n'existe pas. Parce que moi je suis convaincu, madame, et c'est très important, que la crise ivoirienne aura sa solution par les acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Je suis convaincu qu'un jour, le président Gbagbo, M. Ouattara, M. Bédié, finiront par s'asseoir, et je les invite à cela. J'appelle à, je le dis, ce que j'appelle un dialogue inter-ivoirien. Merci. Monsieur le Président, au cours de la crise ivoirienne, en pleine crise post-électorale, voilà ce que moi j'ai dit. Et j'ai la vidéo que je viens de vous présenter. Je suis très curieux de voir celle de l'accusation. Et vous avez bien entendu, Monsieur le Président, il n'existera jamais une Côte d'Ivoire où ne vivront que des pro-Gbagbo au détriment des pro-Ouattara. Tout comme il ne peut y avoir une Côte d'Ivoire où ne vivront que des pro-Ouattara qui auront fait disparaître les pro-Gbagbo. Les propos que vous venez d'entendre vous-même, je ne les ai pas tenus, Monsieur le Président, avec des chaînes aux pieds. Je les ai tenus en homme libre, en pleine crise post-électorale, sur un plateau de télévision, à une heure de grande écoute. C'est une preuve qui parle à votre cour. C'est une preuve qui met à nu les limites des allégations du procureur, qui me prête avec une légèreté déconcertante et choquante la qualification de criminel à qui Laurent Gbagbo aurait confié la mission d'inciter les jeunes à exterminer les partisans de son adversaire.
Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que pour moi, la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Pour moi, la recherche de la paix ne doit pas être saisonnière. Je la veux simplement moins théâtralisée et puis sincère. C'est tout. J'attends aussi par-ci par-là, Monsieur le Président, Blé Goudé, le chef des milices pro-Gbagbo. Voilà ce que j'attends souvent. Alors, au lieu de me fâcher, j'ai décidé de faire des recherches. En voici les résultats. Au sens juridique, une milice désigne un groupe de personnes armées ayant militairement pris part à un conflit. Un groupe de personnes armées ayant militairement pris part à un conflit. Notez bien le vocable et le substrat militairement. Pour vous dire que jamais je n'ai dirigé un groupe de personnes armées. Tout comme jamais je n'ai militairement pris part à un conflit, à moins qu'on m'en apporte les preuves. Parce que, aussi simple que cela puisse paraître, je ne suis pas un adepte de la lutte armée. Le COJEP n'est pas une milice, comme ne l'est pas l'Alliance des jeunes patriotes. Le COJEP n'est pas non plus un club de soutien à la sorte de Laurent Gbagbo, comme tente de faire croire l'accusation et une certaine opinion dont j'ignore les intentions, qui n'ont rien à voir avec les objectifs que le COJEP et ses militants se sont librement fixés eux-mêmes. Monsieur le Président, il n'est pas juste de vouloir assigner au COJEP des objectifs qui ne sont pas les siens. Et pour que tout soit désormais clair dans la tête de tout le monde, je voudrais dire une organisation hiérarchisée dénommée Galaxie Patriotique, dont le chef suprême serait Charles Blé Goudé. Ce n'est pas vrai. Cette désignation est une fabrication et une préférence des médias. Et cela ne m'engage pas du tout. L'accusation a déclaré à l'entame de ce procès vouloir poursuivre deux individus. Alors, je lui demande simplement d'être conséquente avec elle-même en fournissant à la Cour mes discours où j'appelle au meurtre et à la haine. Je voudrais préciser, Monsieur le Président, que dès sa création, le 4 juin 2001, le COJEP a d'abord été un mouvement de pression autonome, pour ensuite devenir un mouvement politique non inféodé. Puis depuis le 15 août 2015, par la seule volonté de ses militants et non sur ordre, comme on veut le faire croire, le COJEP s'est librement mué en parti politique, avec pour premier responsable Dr Nogou Yacinthe, professeur de philosophie à l'université de Bouaké, présent dans la galerie. Voilà la vérité, Monsieur le Président. Voilà ce qu'on vous cache. Ceux qui soutiennent le contraire de ce que je viens de vous dire se trompent eux-mêmes, et ils le savent très bien. Mais aussi, ils tentent vainement de tromper l'opinion. Et je voudrais dénoncer cette tentative de falsification de l'histoire de mon pays. Monsieur le Président, au cours de la crise, j'ai pris mon temps, j'ai pris mon énergie, j'ai pris des risques énormes à travers des campagnes, de village en village, pour sensibiliser les populations à la paix. J'ai à plusieurs occasions fait des propositions citoyennes. J'ai lancé des appels à la retenue. Hélas, 1000 fois hélas, la passion qui s'était emparée de certains candidats à la présidentielle et de leurs militants avait rendu inaudible l'importance et le bien fondé de mes différents appels. Le seul sens qu'ils donnaient au mot paix, c'était leur arrivée au pouvoir. Voilà la vérité. Pendant que le procureur m'accuse d'être un extrémiste qui appelle au meurtre, d'autres personnes, par contre, me qualifient de faiblard qui a peur de la guerre. Oui, honorable membre de la Cour, je le dis sans honte. Moi, j'ai peur de la guerre. Mais parce qu'à un homme normal, la guerre devrait faire peur. Je ne le dis pas par couardise.
Je ne le dis pas non plus par lâcheté, Monsieur le Président. Je le dis par responsabilité. Je le dis par franchise envers les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens m'ont tout donné. En retour, moi je leur dois beaucoup. Je leur dois de sensibiliser les populations à la réconciliation et à l'union de tous les Ivoiriens, et non pour le service d'un clan, comme le procureur veut le faire croire. Je trouve donc irresponsable que dans mon pays, il y a eu des leaders dont le seul but était de prendre le pouvoir et qui faisaient croire à leurs partisans que la route du pouvoir passait par la guerre. Et pourtant, Pierre Koneza nous enseigne, et je cite, « Pour réduire les causes des conflits, il faut à notre monde des leaders politiques de qualité qui puissent renoncer au capital politique qu'un discours belliciste peut apporter. Renoncer au capital politique qu'un discours belliciste peut apporter. Il dit mieux, il faut aussi à notre monde des élites militaires conscientes de leurs responsabilités. La Côte d'Ivoire a-t-elle eu des élites militaires conscientes de leurs responsabilités? La Côte d'Ivoire a-t-elle eu des leaders politiques de qualité qui ont renoncé au capital politique qu'un discours belliciste pouvait apporter? Si la réponse était positive, on n'en serait pas ici. Ce n'est pas faute d'avoir tenté, Monsieur le Président. C'est pourquoi moi, face aux railleries qui m'ont toujours traité de faiblard, j'ai répondu ceci. Je préfère être faible au milieu d'êtres qui ont la vie que de paraître pour fort parmi des corps sans vie. Quand je le disais, Monsieur le Président, je ne savais pas que je viendrais un jour je répéter ici à la CPI. Quand je le disais, nous étions à 1000 lieues de la crise post-électorale. Quand je le disais, Monsieur le Président, nous étions en 2006. J'avais déjà conscience qu'il fallait éviter d'allumer la bûchette de la guerre, du voisin contre le voisin, de l'ami contre l'ami. J'attirais déjà l'attention des uns et des autres sur les risques d'une guerre civile. C'était d'il y a 10 ans. Je me justifiais ainsi face à ceux qui me traitaient de capitulation. Ils traitaient de capitulation l'appel que j'avais lancé ensemble avec d'autres jeunes de l'opposition pour faire cesser des affrontements entre les populations. Mais après cet appel, le président Gbagbo, ici présent, avait reçu tous ces jeunes de l'opposition et du pouvoir pour les féliciter, pour les remercier pour cet appel historique envers la paix. Je les cite, ces jeunes. Kona Kodou Bertin, dit Kakabe, du PDCI-RDA, était à cette rencontre. Karamoko Yayuro, du RDA, parti d'Alassane Ouattara, était à cette rencontre. Stéphane Kipré, à l'époque, représentant du MFA, aujourd'hui président de l'UNG, et c'est à cette époque, à cette rencontre. Et devant vous, moi, je voulais les féliciter. Je voulais vraiment les féliciter, Monsieur le Président. Je les félicite parce qu'ils ont osé. Je les félicite parce qu'ils ont aidé la Côte d'Ivoire à éviter une guerre civile à cette époque. Monsieur le Président, contrairement à ce que l'accusation dit, je n'ai jamais empêché les pro-Ouattara de s'inscrire sur une liste électorale en 2006. Bien au contraire, mes amis et moi, nous avons aidé à sauver la situation. Et les vidéos sont là, elles vous parlent. Vous le voyez bien. Vous l'entendez bien vous-même. Ce n'est donc pas un discours opportuniste ou stratégique que je tiens aujourd'hui devant votre cour comme un spin docteur, selon l'accusation, juste pour me sortir d'affaire. C'est un discours que j'ai toujours tenu. Et c'est un discours que je traitais toujours, Monsieur le Président. Par éducation politique, mais par principe. Je suis allé voulu que le pardon des victimes puisse cimenter
la fondation de la réconciliation entre Ivoiriens. Je vous invite à voir cette vidéo, Monsieur le Président. La valeur du pardon se mesure à la gravité de la faute pardonnée. Si l'Afrique du Sud a surmonté l'apartheid, si le Rwanda a survécu au génocide, nous les Ivoiriens, nous le pouvons aussi. C'est pour te dire que du désespoir le plus profond naît l'espoir le plus investi. Alors, prends ma main mon frère, prends ma main ma soeur, et allons à la paix. Pour faire réussir cette caravane qui a rapproché tous les extrêmes. Les visites opérées par les caravaniers obéissaient à une démarche et une méthode bien précises. Cible privilégiée, les communautés religieuses, notamment les musulmans. Tout ce que j'ai fait, si ça a choqué quelqu'un, si ça a fait mal à quelqu'un, moi-même le premier, je vais vous demander pardon d'abord. Et puis ça, c'est pas la politique, hein? L'ouest du pays porte les stigmates de la crise. Il s'agissait donc pour les caravaniers de la paix de désarmer la bombe de la division. Option choisie, le corps à corps avec les populations. Nombreux sont les griefs. Néanmoins, il faudra pardonner, oublier. Et les Grigras, on met les Grigras à terre et la paix revient à la Côte d'Ivoire. Je laisse tomber tout ce que vous m'avez dit. Effectivement, j'ai trop souffert dans cette guerre-là. Mais vous, Blé Goudé, toute la Côte d'Ivoire parle de vous. Toute l'Afrique parle de vous. Mais comme je vous ai dit aujourd'hui, je laisse tout pardonner. Je laisse tomber. Le cas Priska Wera. Souvenons-nous de cette victime de brutalité de guerre qui a été découverte en 2007 à Kiélé, un village situé sur l'axe Le Pleu, le Quintou Le Pleu, dans l'ouest montagneux, par les caravaniers de la paix. Je suis prête à pardonner la Côte d'Ivoire. Que la guerre finisse à Côte d'Ivoire, on voit la paix. Priska a ensuite atterri à la Pisam, où elle a passé plusieurs mois, au cours desquels les Ivoiriens lui ont témoigné leur compassion à travers divers dons. A permis non seulement de faire face aux frais d'hospitalisation, mais aussi de réaliser le rêve de Priska, se construire une maison et une boutique. Eh bien c'est fait. C'est une Priska radieuse que le président du COJAP a retrouvée dans son village. Ça, ce sont les fruits de la paix. Ce sont les effets de la paix. D'une brouillette, elle se trouve aujourd'hui dans une maison. Elle a aujourd'hui sa boutique. Elle a réalisé son rêve. Cela veut dire que la Côte d'Ivoire, si elle retrouve totalement la paix, chacun peut, je veux dire, réaliser son rêve. Priska, pour moi, est le symbole de la réunification de la Côte d'Ivoire, est le symbole de l'Ouest qui retrouve le goût de vivre. Monsieur le Président, vous venez de le voir. D'abord, vous avez vu les gris-gris qui sont tombés à terre. J'ai dit que nous étions à l'ouest. Ce qui est encore une contradiction de la thèse du procureur. Priska, la jeune fille que vous venez de voir dans cette vidéo, m'a été présentée dans une brouette au cours de ma campagne pour la paix. Elle avait été violée par les rebelles. En révélant son histoire aux Ivoiriens qui l'ont aidé à se soigner et à reprendre goût à la vie, j'ai voulu donner une chance à la paix. Et Priska a été un symbole pour la paix et le pardon entre Ivoiriens. Quant à la dame au bras coupé que vous avez vue, ses bourreaux lui avaient demandé de faire un choix douloureux, Monsieur le Président. Cette dame, elle devait choisir entre garder son bébé en vie
ou laisser son membre supérieur lui être tranché. Comme toute bonne mère, elle a choisi que son bras lui soit coupé afin de sauver la vie à son bébé. Elle aussi a été un symbole pour la paix en Côte d'Ivoire. Je lui ai apporté assistance. Moi, le criminel que le procureur tente de vous présenter. À cette époque, Monsieur le Président, malgré les obstacles, les menaces, j'étais résolu à effectuer cette mission pour toucher de près ces réalités qui souvent vous donnent froid dans le dos et vous déchirent forcément le cœur, mais qui ont au moins l'avantage de vous faire sentir et de vous faire partager la souffrance des populations. Mais plus je touchais ces réalités, mieux se renforçait ma détermination à travailler en faveur de la paix. Les villages de Pantroquin et Diélé, d'où sont originaires ces deux victimes, existent encore dans l'ouest profond de la Côte d'Ivoire. C'est à tous les bleus. Pour vous dire que j'ai fait ce que je pouvais pour contribuer modestement au retour de la paix dans mon pays. Monsieur le Président, vous pouvez vous référer en Côte d'Ivoire aux différentes opérations de démobilisation, de désarmement et de réinsertion des milices et de tous les groupes armés ayant militairement pris part au conflit en Côte d'Ivoire. Ni le COJEP, ni l'Alliance des jeunes patriotes, ni mon nom, ni figure. Car entre prendre les armes et faire la politique, j'ai librement fait le second choix. Parce que pour moi, comme l'huile et l'eau, la démocratie et les armes ne peuvent faire bon ménage. Comme cela se fait partout dans le monde, Monsieur le Président, quand les institutions de la République sont en péril et que les valeurs qui fondent notre société sont bafouées, contrairement à ceux qui ont choisi les armes et la barbarie comme moyen d'expression et qui continuent d'endeuiller notre monde, les populations civiles et moi, nous avons choisi la voie démocratique. Nous avons pris la rue, les mains nues, pour la sauvegarde des institutions républicaines qu'incarnait son Excellence M. Laurent Gbagbo ici présent. Monsieur le Président, je n'ai donc pas été aux côtés de Laurent Gbagbo parce que je serais de la même ethnie ou de la même religion que lui, comme tente de vous faire croire l'accusation. Faire une telle affirmation serait méconnaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'accusation, c'est elle que je ne suis ni militant, ni membre, ni responsable dans aucune instance du Front populaire ivoirien, le parti dont le président Laurent Gbagbo est fondateur. Mais en tant que démocrate dans l'âme, cela ne l'a jamais dérangé. L'accusation, c'est elle qu'en Côte d'Ivoire, la pluralité de l'expression est le fruit de plusieurs séjours carcéraux endurés par Laurent Gbagbo, sa famille, ses camarades de lutte qui l'ont accompagné pacifiquement sur le chemin du pouvoir. Est-ce que l'accusation le sait? Ce monsieur a sacrifié sa vie pour l'avènement du multipartisme, pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Il a enseigné aux Ivoiriens que la vérité est fille de contradictions. Je ne suis donc pas le prétendu bras séculier que Laurent Gbagbo aurait utilisé pour commettre des crimes. Non, Monsieur le Président, Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller commettre des crimes. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller inciter des jeunes à commettre des crimes. Monsieur le Président, voilà l'homme que moi je connais. Voilà l'homme pour lequel, au-delà de ma seule personne, de nombreux Ivoiriens ont de l'estime, ont de l'affection, et qui souffrent de le voir assis ici. Laurent Gbagbo n'a pas sa place en prison. Ce monsieur est une chance pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président. Pour vous dire, au nom de ma culture politique, jamais je n'ai commis de crime, Monsieur le Président. Jamais. Dans ma recherche de la paix, j'ai invité les chefs rebelles, j'ai invité Soro Diop et ses camarades à venir dans mon village. Je vous invite à voir cette vidéo, Monsieur le Président. Accord de Versailles.
Versailles. Les jeunes de Côte d'Ivoire, suscités, lancent un appel pressant aux aînés, c'est-à-dire aux partis politiques, le FP, le RDR, le PDC, le MFA, le PIT et tous les autres partis politiques, l'UDPCI et à tous les autres partis politiques, afin qu'ils convoquent rapidement un cadre de discussion qui tournera autour des audiences foraines afin qu'ils s'attendent sur le minimum pour éviter à notre pays un Rwanda bis. La délégation des Forces Nouvelles, conduite par Konaté Sié, accompagnée de Fofana Pema, Koulibaly Moussa et Abel Christian Dioré, recevait dans la pure tradition BT des hommages pour avoir eu le courage de venir de Boaké jusqu'à Pau, le village de Charles Blé Goudé. Avant d'être reçu quelques minutes plus tard, sur la place publique, dans une chaleur indescriptible. Et si, à partir d'ici, on mange ensemble, parce que partager le pain ensemble, c'est signe de réconciliation. Et quand ça, on n'est pas habillants, ça que cela qui est émergé, nos amis qui ont témoigné à Paris qu'effectivement, nous étions non seulement je suis habitant, mais surtout à notre village. Donc, c'est parler à nous, c'est vous ramener vos enfants, de ramener vos parents, de ramener seuls. À l'endroit de ceux qui ne veulent pas de la paix et qui tirent encore sur les ficelles de la division, l'envoyé du Premier ministre leur a lancé cet avertissement. Quand on fait la guerre dans le pays, il y a 3 camps, 3. Il y a un camp là-bas qui s'oppose à un autre, et puis il y a des gens dans les 2 camps qui disent je ne suis pas dedans. Et ils ne sont pas un, ils ne sont pas un autre. C'est comme ça. Ça c'est le cas où guerre, c'est comme ça. Il y a 3 personnes. Mais quand on dit paix, allons-y à la paix, il doit y avoir un seul camp. S'il y a un deuxième qui dit lui n'est pas en affaire de paix, nous là il devient ridicule. Vous, maintenant, nous allons vous demander, si vous allez demander pardon à Dieu que vous appelez tous, demandez pardon à la communauté internationale qui a sanctionné quelques-uns parmi nous. Donc j'ai envie de nous voulons que la sanction sur le bouquet se lève. Alors, une fois la cérémonie officielle terminée, jeunes patriotes et jeunesse de Forces Nouvelles ont partagé le repas de l'amitié. C'est ainsi que l'un des chefs de guerre les plus réputés, ancien membre du bataillon de commando parachutiste d'Apwedo, Isiaka Ouattara, donnera de grands signes, des signes qui ont eu leur pesant d'or dans cette sortie de crise. C'est la joie d'être dans le village du président Laurent Gbagbo et voir le peuple m'accueillir dans son village. Ça vous dit que la paix est là. Mais ça c'est le plus grand espoir de Dieu encore. Plus la flamme de la paix, ça c'est notre grand espoir. C'est lui qui viendra, en compagnie du ministre Sidiki Konaté, prendre Charles Blé Goudé pour l'emmener à Boaké, où celui-ci animera un meeting, le meeting de la réconciliation. Pour cette même paix, Blé Goudé a été le premier à aller à Boaké et passer une nuit dans la chambre de Ouattao qu'il a ensuite invité dans son village natal. Pour la cérémonie de la flamme de la paix, la jeunesse a fait le plein à Boaké. La Côte d'Ivoire a été reconstituée physiquement à la veille de la cérémonie. Charles Blé Goudé accueille son invité spécial. Le cap est mis sur la résidence du préfet Édouard Moïro. On trinque à la paix sur l'invitation de l'ambassadeur de la paix, Alpha Blondy. Soro et Blé Goudé se retrouvent, se parlent, revisitent leur amitié.
Quelques minutes plus tard, Soro Guillaume fait son entrée au stade Victor Biakabouda. Monsieur le Premier ministre, voilà Gagnoa. Depuis votre arrivée ce matin jusqu'à ce stade, vous avez trouvé des bras ouverts. Vous avez trouvé un peuple qui, depuis le corridor jusqu'à ce stade, vous a accompagné. C'est la preuve que la paix est une réalité désormais en Côte d'Ivoire. Et je pense que votre présence ici confirme que l'on peut aller et l'on peut venir à travers toute la Côte d'Ivoire. Les audiences foraines ont commencé, les accords ont été signés, les préfets ont été redéployés. Mais il faut poser sur le terrain des actes concrets pour approcher le peuple. Et nous pensons que la cérémonie de ce matin, de cet après-midi, a pour objectif de tirer encore de leurs draps ceux qui hésitent, ceux qui ne croient pas encore à la paix, ceux qui hésitent encore. Vous qui êtes dans ce stade, est-ce que vous voulez la paix? Bien, vous avez entendu, monsieur le Premier ministre, ce peuple qui est ici rassemblé, ces jeunes ici rassemblés, ces chefs coutumiers ici rassemblés, ces chefs religieux ici rassemblés, ne veulent que la paix. Nyalipa a été la dernière étape de cette... Monsieur le Président. Excuse me if I interrupt. Monsieur le Président, excusez-moi si je vous interromps, mais je voudrais vous inviter à arriver au terme de votre présentation parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Monsieur Blegoudé, vous m'avez dit qu'aujourd'hui nous étions supposés terminer à 16h15. Le Président, oui, mais nous devons également rendre des décisions. Il y a 2 ou 3 choses que nous devons faire. Monsieur Blegoudé, soyez sûr que je finirai en temps voulu. Merci beaucoup. Sensibiliser des populations, comme vous venez de le voir. Ce que vous venez de voir, Monsieur le Président, c'était les chefs de la rébellion que j'ai amené chez la maman du président Gbagbo. Chez nous, c'est signe de réconciliation. Ce que vous venez de voir, je les ai fait inviter à Gagnoa, c'est la ville natale du président Gbagbo, où les populations les ont accueillis comme vous l'avez vu. Dans mon village, où les villageois sont sortis pour les accueillir, Monsieur le Président. Chez nous, c'est signe de réconciliation. Faire un tel travail et après, paradoxalement, être traîné devant les tribunaux pour répondre des crimes contre l'humanité. Je n'exagère pas, Monsieur le Président, quand je dis que ce monde est injuste. Vous venez de le voir vous-même, Monsieur le Président. Je pense avoir au moins le retour de la paix dans mon pays. Mes démarches et mes actions en faveur de la paix n'ont peut-être pas produit les résultats escomptés, mais ces missions de la paix, je les ai bénévolement accomplies, avec conviction, mais avec fierté pour mon pays. Monsieur le Président, c'est à ce niveau-là que je voudrais vous dire. En 2010, c'est le Conseil constitutionnel, de Côte d'Ivoire qui a rendu une décision qui donnait vainqueur le candidat Laurent Gbagbo. Ce n'est pas moi. Mais respectueux des lois de mon pays, je n'ai fait que me soumettre à cette décision. Maintenant, si l'accusation estime que la décision rendue par le Conseil constitutionnel est source de conflit, elle devrait s'en prendre à cette institution et à ses responsables, et non à nous. Alors, je me demande, Monsieur le Président, en me maintenant en prison, la CPI ne laisse-t-elle pas en liberté l'épervier volant pour mettre en prison la mère poule, qui pourtant a perdu ses poussins? Mais comme la Côte d'Ivoire doit continuer de vivre, Monsieur le Président, je ne suis pas un homme de guerre. J'appelle à la réconciliation dans mon pays. J'appelle à la paix dans mon pays. J'appelle à une paix sincère et durable, dénuée de tout calcul politicien, dénuée de tout théâtre, parce que les Ivoiriens ont besoin qu'on les aide. Je compte sur vous, Monsieur le Président, pour que le droit soit dit. Je compte sur vous pour que la vérité soit dite. Je compte sur vous pour qu'on me juge pour ce que j'ai fait et non pour des commentaires. Je compte sur vous pour qu'on me juge selon mes actes en tant qu'individu
et non sur la base de ce qu'on aurait voulu que je sois. Je veux que vous me permettiez de rentrer dans mon pays pour poursuivre mes champs de réconciliation que j'ai laissé en friche avant de venir ici. Mais cela est laissé à votre appréciation. Je vous remercie. Thank you very much. Président, merci beaucoup.